La rumeur commença par un souffle, à peine perceptible, et pourtant suffisante pour traverser les murs épais du Louvre comme une onde glacée. On avait retrouvé un couple étendu dans sa chambre, mort sans lutte apparente, figé dans une posture trop soigneusement arrangée pour être l'œuvre du hasard. Le corps du jeune homme portait une marque singulière à la gorge, tandis que celui de la jeune femme semblait avoir été déplacé après le décès. Pour les gardes, c'était un crime. Pour Catherine de Médicis, réveillée en hâte, c'était un message. Lorsque la reine-mère arriva sur les lieux, la pièce n'exhalait ni la fureur d'un affrontement, ni la panique d'une fuite. Tout respirait l'intention. Elle observa longuement le lit des faits, les étoffes tirées au sol, la posture étrangement paisible des deux cadavres. À ses yeux, ce n'était pas une scène domestique, mais une construction politique. Les couloirs du pouvoir ne se contentaient jamais d'assassiner, ils signifiaient. Chaque détail comportait une nuance, et la reine savait que ces morts seraient interprétées avant même d'être comprises. Autour d'elle, les courtisans retenaient leur souffle. Les années avaient forgé autour de Catherine une réputation qui mêlait crainte, fascination et méfiance. On l'accusait de manipuler l'ombre comme une arme, d'utiliser les alliances, les alliances et les corps avec la même précision. Pourtant, en cette nuit troublée, elle ne songeait ni au poison ni au complot qu'on lui attribuait. Elle voyait d'abord la fragilité du royaume, cette fracture invisible qui traversait la France depuis la mort d'Henri II et qu'aucun de ses fils n'avait su réparer. Le couple mort appartenait à deux maisons ennemies, unies par un mariage récent que Catherine n'avait pas voulu, mais qu'elle n'avait pas pu empêcher. Ce n'était pas une union d'amour, mais une tentative désespérée de réconciliation locale entre deux lignages attachés à une cause religieuse différente. Leur mort jetait à terre la seule passerelle qu'ils avaient réussi à construire et condamnait à nouveau leur famille à la suspicion réciproque. Catherine comprit que ce crime visait moins à supprimer deux vies qu'à couper un lien. Elle demanda que les corps restent en place jusqu'au lever du jour. Silence pesait, mais un silence d'analyse, non de stupeur. Catherine s'attarda sur l'odeur des cendres froides dans l'âtre, sur la bougie éteinte posée près du lit, sur la fêlure du coffret laissé ouvert. Tout semblait minutieusement disposé. Les meurtriers voulaient que la scène parle d'elle-même, mais la reine-mère savait que dans les nuits de crise, rien n'était jamais ce qu'il semblait. Elle avait appris à lire les actes à travers ce qui manquait, non à travers ce qui restait. Dehors, Paris respirait encore les tensions d'un royaume divisé. Les protestants et les catholiques s'observaient comme deux armées en veille. Les alliances matrimoniales, que Catherine tentait depuis des années de tisser pour apaiser les haines, devenaient des instruments dangereux. Un mariage pouvait rassembler deux factions, mais il pouvait aussi menacer l'équilibre fragile du pouvoir royal. La mort de ce couple rappelait brutalement que l'union de deux maisons ne valait rien face à la volonté de ceux qui vivaient de la discorde. Au fil de la nuit, la reine étudia les conséquences possibles de ce crime. Elle savait que les familles endeuillées exigeraient vengeance, que les chefs de faction y verraient un prétexte, que les ambassadeurs étrangers utiliseraient l'affaire pour évaluer la faiblesse de la couronne. Peter, Sébastien était local, rien n'était privé. Dans la France du XVIe siècle, un lit renversé pouvait devenir une menace diplomatique, et deux cadavres suffisaient à ébranler la cohésion d'un royaume déjà fissuré. Elle convoqua discrètement deux conseillers de confiance. Leur mission n'était pas de trouver le coupable, mais d'identifier qui bénéficiait de la rupture du lien que représentait ce mariage. Catherine exigea une liste de toutes les alliances envisagées ou redoutées par les factions rivales au cours des derniers mois. Elle voulait des noms, des lieux, des dettes, des promesses secrètes. Le meurtre d'un couple n'était jamais accompli pour lui-même, il servait toujours un projet. Il fallait comprendre lequel. Quand l'aube enfin s'insinua dans les couloirs du Louvre, Catherine demeurait droite, sans avoir fermé l'œil. La lumière grise révélait sur son visage une fatigue profonde, mais aussi une détermination inflexible. Elle savait déjà que cette affaire ne serait pas la dernière. D'autres unions seraient surveillées, d'autres couples seraient menacés.
Ce meurtre n'était qu'un signal, le premier d'une série de tensions où les liens matrimoniaux deviendraient autant d'enjeux que les batailles. En quittant la chambre, Catherine jeta un dernier regard vers les deux corps étendus. Elle ne pria pas, elle pensa seulement que chaque mariage décidé sans elle pouvait devenir une arme contre elle. Les couples de la mort n'étaient pas un mythe, ils étaient la mécanique invisible du pouvoir. Et cette nuit inaugurale lui rappelait que pour garder la France debout, il faudrait parfois laisser certains liens se briser pour en sauver d'autres. Au lendemain du double meurtre, Catherine de Médicis se retrouva prise dans un enchevêtrement d'alliances qui s'était formé sans elle, parfois contre elle. Chaque famille cherchait à s'assurer une parcelle de pouvoir dans un royaume où la couronne vacillait. La reine-mère comprit vite que les noces arrangées depuis des mois, présentées comme des gestes de bonne volonté, avaient en réalité donné naissance à une série de couples fragiles, dont chacun possédait un potentiel explosif. À mesure qu'elle reprenait les dossiers et les correspondances, Catherine voyait se dessiner une cartographie mouvante, où l'intimité et la politique se mêlaient jusqu'à devenir indistinguables. Les premiers à apparaître sur cette carte étaient François II et Mary Stuart. Leur union, célébrée sous les applaudissements, avait renforcé la maison de Guise d'une manière que Catherine n'avait jamais pleinement mesurée. Depuis la mort du jeune roi, cette alliance demeurait une menace dormante. Mary, bien qu'éloignée, conservait dans le cœur des catholiques radicaux une aura capable de mobiliser des fidélités dangereuses. Catherine savait que chaque mariage royal la précédant continuait de projeter une ombre sur ses décisions et que cette ombre influençait encore les ambitions des grandes familles. Elle s'attarda ensuite sur l'union de Charles IX et d'Élisabeth d'Autriche, mariage conclu pour apaiser les tensions avec l'Empire mais qui n'avait produit ni héritier ni rapprochement durable. Catherine observait que cette union manquée avait renforcé l'idée que les Valois s'affaiblissaient, laissant le champ libre aux familles prêtes à profiter de ce vide. Les lettres privées qu'elle recueillit montraient une reine isolée, respectée mais décorative, incapable de devenir le point d'ancrage politique qu'on avait espéré. Dans un royaume fracturé, un mariage sans influence était presque aussi dangereux qu'un mariage hostile. Plus préoccupante encore était l'alliance discrète entre certaines maisons protestantes et les Bourbons. Catherine avait tenté, à plusieurs reprises, d'approcher ces familles pour empêcher une coalition trop solide. Mais les correspondances confisquées après la mort du couple du Louvre révélaient un réseau plus dense que prévu, des promesses indirectes, des projets de fiançailles, des ententes tacites circulaient entre les lignages huguenots. L'idée d'un grand mariage réunissant des factions protestantes commençait à prendre forme, hors du contrôle de la régente. Elle comprit alors que le double meurtre ne résultait peut-être pas d'une haine religieuse immédiate, mais d'une stratégie visant à empêcher la consolidation de ces nouveaux liens. Un couple tué pouvait signifier bien plus qu'une vengeance, c'était un moyen de briser une dynamique. Catherine, en analysant les traces laissées derrière le meurtrier, pressentait que quelqu'un cherchait non pas à attaquer la couronne directement, mais à remodeler le paysage des alliances avant que le pouvoir royal n'intervienne. Elle devait retrouver cette main invisible. Dans les jours qui suivirent, la reine convoqua plusieurs chefs de famille. Les entretiens, toujours privés, révélaient la même chose, la peur de perdre du terrain. Les mariages d'un s'employaient à neutraliser les adversaires, à contourner l'autorité royale ou à préparer une revanche. Catherine remarqua que les couples les plus vulnérables étaient ceux formés par les familles cherchant à établir un pont entre deux mondes, catholiques et protestants. Ils représentaient l'espoir d'un équilibre, mais aussi la menace d'une recomposition politique qui diminuerait le rôle de la régente. Catherine se pencha ensuite sur les alliances envisagées mais jamais réalisées, une série de projets avortés, fiançailles interrompues, tractations rompues, promesses oubliées, témoignaient d'un royaume qui cherchait, sans y parvenir, une voie de stabilisation. Ces mariages manqués portaient souvent la trace d'interventions discrètes, parfois violentes. Le double meurtre du Louvre s'inscrivait désormais dans cette logique générale, éliminer les couples capables de produire une paix durable là où les factions exigeaient la continuité du conflit. Face à ce constat,
Catherine décida d'utiliser les mêmes outils que ses adversaires. Elle a entrepris de surveiller de près les unions en préparation et d'empêcher, par des moyens légaux ou officieux, la formation de nouveaux couples capables de déstabiliser son autorité. Les archives de la Régence montrent une multiplication d'entretiens confidentiels, de convocations soudaines, de recommandations pressantes adressées aux familles influentes. Ce travail, souvent invisible, permettait d'assécher progressivement le terreau où les alliances incontrôlées prenaient de racines. Mais cette intervention accrue dans la vie privée des élites alimenta aussi le cercle vicieux de la méfiance. Les familles voyaient dans chaque geste de Catherine une tentative d'ingérence, parfois une forme de menace. Les rumeurs l'accusant de manipuler les mariages pour maintenir le royaume dans un état de dépendance envers elle se renforcèrent, alors qu'en réalité elle tentait simplement de contenir une situation sur le point d'exploser. L'équilibre semblait impossible, chaque couple autorisé pouvait nourrir un complot, chaque couple interdit pouvait nourrir un ressentiment. À la fin de cette seconde phase, Catherine comprit que les alliances impossibles ne tenaient pas tant à la volonté des familles qu'au contexte général. Le royaume n'était plus capable de supporter un mariage qui ne lui était pas utile. Les couples formés sans logique politique devenaient des menaces, ceux formés selon une logique politique devenaient des cibles. Dans cette mécanique infernale, la reine-mère commençait à percevoir que la paix qu'elle cherchait à instaurer reposait sur des fondations trop fragiles pour résister aux forces qui s'affrontaient. Et derrière chaque union en péril se dessinait déjà la silhouette des couples de la mort, ces victimes à venir d'une politique devenue incontrôlable. Lorsque les premiers signes d'un basculement général apparurent, Catherine de Médicis comprit que le royaume n'était plus simplement traversé par des rivalités locales, mais entraîné vers une logique où chaque union pouvait précipiter un affrontement national. Les tensions religieuses, les ambitions seigneuriales et les blessures anciennes convergeaient vers un même point de rupture. Dans les couloirs du Louvre, les messagers entraient et sortaient sans relâche, apportant des nouvelles contradictoires. Des conciliations espérées la veille devenaient impossibles le lendemain. Au milieu de ces fluctuations, Catherine vit que les alliances matrimoniales n'étaient plus des instruments diplomatiques, mais des catalyseurs d'hostilité. L'un des couples les plus exposés était celui de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre. Leur mariage, proposé comme un geste de paix, devait symboliser la réconciliation entre catholiques et protestants. Pourtant, dès les premiers préparatifs, Catherine perçut ce que beaucoup refusaient d'admettre. Ce mariage rassemblait deux camps qui ne voulaient pas s'unir. Dans les lettres qu'elle recevait, les chefs protestants y voyaient une victoire prudente, tandis que les catholiques les plus stricts y voyaient une provocation. Aucun camp n'avait l'intention d'accepter pleinement l'autre, et cette union risquait de se transformer en champ de bataille. Plus inquiétant encore était l'influence croissante de l'amiral de Coligny sur le jeune roi Charles IX. Coligny représentait une figure respectée, capable de réunir plusieurs familles protestantes autour de lui, et son ascendant inquiétait profondément les catholiques. Catherine, qui avait tenté de maintenir l'équilibre fragile entre les factions, voyait s'installer un rapprochement auquel elle ne participait plus. La reine-mère comprit que si l'amiral consolidait son positionnement au sein du Conseil, d'autres unions dangereuses pourraient suivre, renforçant le réseau protestant autour de la couronne. Les rapports militaires ajoutaient à cette inquiétude. Dans plusieurs provinces, les seigneurs protestants renforçaient leurs garnisons, tandis que les ligues catholiques voulaient s'organiser en réaction. Les alliances privées se substituaient aux décisions royales. Chaque couple influent devenait un point d'appui potentiel pour une insurrection locale. Catherine observa que les couples déjà fragiles, unis par opportunité plus que par conviction, risquaient d'être les premières victimes de ce nouvel état d'esprit. Certains vivaient désormais sous surveillance constante, non pour leur propre sûreté, mais parce que leur existence même devenait un enjeu stratégique. La reine-mère tenta un dernier effort de conciliation. Elle convoqua des représentants des deux camps pour une série d'entretiens confidentiels.
Cependant, au lieu de trouver un terrain d'entente, elle y découvrit une détermination nouvelle, presque désespérée. Les protestants exigeaient des garanties concrètes, tandis que les catholiques réclamaient des mesures d'exclusion radicale. La présence de couples mixtes, un catholique marié à une protestante ou l'inverse, alimentait davantage la suspicion. Pour beaucoup, ces unions représentaient des portes d'entrée vers une influence ennemie. Des rumeurs couraient selon lesquelles certains de ces couples étaient surveillés de près par leur propre famille. Dans cette atmosphère saturée, Catherine sentit que le pouvoir royal lui échappait. Le mariage de Marguerite et d'Henri approchait, et la cérémonie devenait une cible potentielle. La reine-mère avait l'expérience des crises, mais celle-ci portait un caractère inédit. Les alliances sentimentales, religieuses et politiques s'entremêlaient si étroitement qu'il devenait impossible de distinguer ce qui relevait de l'affection ou de la tactique. Chaque union était à la fois une promesse de paix et une menace de guerre. Catherine se retrouva face au paradoxe cruel de son époque. La paix ne pouvait être obtenue que par ceux qui acceptaient d'utiliser la violence pour la maintenir. Les jours précédant le mariage, la reine observa avec une attention glaciale les signaux épars qui confirmaient le danger. Certains couples protestants avaient quitté la cour discrètement, prétextant des maladies ou des affaires urgentes. D'autres, catholiques, refusaient de participer à la cérémonie. Coligny, persuadé que la France pouvait se tourner vers un apaisement durable, influençait ouvertement le roi. Catherine y voyait une illusion dangereuse. Elle savait que les alliances trop ambitieuses, lorsqu'elles ne reposaient pas sur une réalité politique stable, finissaient par s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions. Le mécanisme sanglant se mit alors en place presque de lui-même. Une tentative d'assassinat contre Coligny déclencha une stupeur générale. Les familles catholiques craignirent la vengeance protestante, tandis que les protestants dénonçaient une trahison. Catherine comprit que le royaume se trouvait au bord du gouffre. Elle ne maîtrisait plus les événements, elle ne faisait qu'observer leur enchaînement inévitable. Les alliances que l'on avait voulu sceller par le mariage se transformaient en motifs de rupture. Le couple Marguerite-Navarre, censé incarner la paix, devint malgré lui le centre d'une tempête que personne ne savait arrêter. La reine-mère, dans ces heures décisives, n'agissait plus en stratège froide, mais en gardienne d'une dynastie menacée. Elle savait que si les protestants prenaient l'ascendant, ses fils perdraient le trône. Si les catholiques l'emportaient trop brutalement, le royaume sombrerait dans une guerre civile sans retour. C'est dans cette impasse que se dessinèrent les premières décisions qui allaient mener au drame. Les couples les plus exposés furent placés sous surveillance renforcée. Les alliances suspectes furent interrompues par la force. Les unions transgressant les frontières religieuses furent discrètement dissoutes. À l'issue de cette séquence, Catherine fut contrainte d'admettre que les mariages n'étaient plus des instruments de gouvernement, ils étaient devenus des lignes de fracture. Les couples de la mort n'étaient pas des victimes désignées par caprice, mais les premières cibles d'une logique politique où l'existence d'un lien intime suffisait à déclencher la violence. Dans cette France prête à s'embraser, chaque union devenait un pari, chaque affection un risque, et chaque couple un possible prélude au sang. Ce mécanisme, une fois enclenché, échappait à tous, y compris à celles qui avaient essayé d'en comprendre les règles. Dans les dernières années de son règne invisible, Catherine de Médicis observa le paysage politique se fragmenter comme une mosaïque brisée. Elle avait passé des décennies à tenter de maintenir une cohésion minimale entre les grandes familles du royaume, mais chacun de ses fils semblait déterminé à affaiblir encore davantage l'autorité royale. Henri III, monté sur le trône après la mort de Charles d'Anjou, n'avait ni l'énergie de son frère ni la prudence de sa mère. Il s'entoura de favoris dont l'influence inquiétait une noblesse déjà hostile. Catherine comprit alors que le dernier couple dangereux ne serait pas un mariage politique, mais une relation de cour dont les implications échappaient à son contrôle. Les favoris du roi formaient autour de lui un cercle étroit, soudé par l'admiration, le privilège et l'ambition.
Leur proximité avec un héritier provoquait un mécontentement croissant parmi les chefs catholiques qui s'estimaient écartés. Catherine vit rapidement que cette relation, trop exclusive, se transformait en symbole d'une rupture profonde entre la couronne et son aristocratie. Les Guises, qui avaient longtemps été ses adversaires, renforcèrent leur influence en prétendant représenter la voix des bons catholiques. Leur rhétorique nourrissait les rancœurs et menaçait l'intégrité même du pouvoir monarchique. Catherine tenta d'intervenir une dernière fois. Elle demanda au roi de modérer l'emprise de ses favoris et de rétablir un équilibre entre les familles nobles. Henri III l'écouta poliment, mais sans conviction. Contrairement aux alliances matrimoniales qu'elle avait surveillées tout au long de sa vie, cette relation n'était plus régulée par le protocole. Elle relevait d'un attachement personnel que Catherine ne pouvait briser sans déclencher la colère du roi. Pour la première fois, elle se trouva face à un couple qu'elle ne pouvait ni influencer, ni dissoudre, ni manipuler pour stabiliser le royaume. Les tensions s'aggravèrent lorsque la Ligue, dirigée par les Guises, commença à rallier les villes et à organiser des milices. Et la fracture entre le roi et son peuple devint manifeste. Henri III, acculé, hésitait entre répression et conciliation. Catherine constata que son fils, pourtant élevé dans les subtilités du pouvoir italien et français, ne parvenait plus à comprendre les mécanismes complexes qui gouvernaient la loyauté des familles nobles. La reine-mère sentit qu'elle vieillissait dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus, un royaume où les alliances qu'elle avait jadis maîtrisées se retournaient désormais contre la couronne. Au cœur de cette crise, elle repensa au couple qu'elle avait laissé se former, au mariage qu'elle avait empêché et à ceux qu'elle avait, de manière indirecte, condamnés. Elle n'éprouvait ni regret ni fierté, mais une lucidité brutale. Chaque union qu'elle avait brisée n'avait fait que retarder l'instant où les familles se dresseraient à nouveau les unes contre les autres. Les couples sacrifiés n'avaient jamais été les racines du mal, seulement ses symptômes. Le véritable problème résidait dans un royaume incapable d'accepter l'existence d'un équilibre durable entre confession et lignage. Lorsque Henri III fit assassiner Henri de Guise, Catherine sut que la limite était franchie. Ce meurtre, conçu comme un acte d'autorité, se révéla être un aveu de faiblesse. Le roi avait éliminé un rival, mais il avait ravivé une guerre dont il ne contrôlait plus les termes. Catherine, alourdie par la maladie, comprit que la dynastie qu'elle avait défendue toute sa vie entrait dans sa dernière phase. Ce crime ne différait pas, dans son essence, des morts qu'elle avait analysées des années plus tôt. Il détruisait un couple politique trop puissant, mais il ouvrait aussi la voie à une nouvelle vague de vengeance. Les mois suivants furent marqués par une lente érosion du pouvoir royal. Henri III, isolé, prit de moins en moins en compte les conseils de sa mère. Catherine, consciente que ses forces déclinaient, tenta encore de prévenir l'effondrement du royaume. Mais ses mots se perdaient désormais dans un climat où la peur et la colère dominaient les raisonnements politiques. Elle comprit que sa propre influence appartenait au passé. Son autorité, autrefois redoutée, ne suffisait plus à apaiser les tensions qui menaçaient d'engloutir la France. Dans ces derniers jours, elle réfléchit à la logique implacable des couples de la mort. Elle comprit que les unions qu'elle avait tenté d'empêcher ou de protéger avaient toutes, d'une manière ou d'une autre, façonné le destin du royaume. Certains couples avaient été supprimés pour éviter une guerre, d'autres avaient été autorisés pour en retarder l'échéance. Tous avaient contribué à maintenir la France dans un fragile équilibre, jusqu'à ce que cet équilibre cède. Catherine ne croyait pas au destin, mais elle voyait que sa vie entière avait été un combat contre les forces qui cherchaient à disloquer la monarchie. Elle mourut en janvier 1589, peu avant que son fils Henri III ne soit lui-même assassiné. 2 morts successives, presque symboliques, marquait la fin d'un règne maternel qui avait duré plus d'un quart de siècle. Le dernier couple de sa vie ne fut pas formé par un mariage politique ni par une liaison scandaleuse,
mais par une mère et un fils, unis dans la vulnérabilité d'un pouvoir qui s'éteignait. Avec eux disparaissaient les derniers remparts de la maison de Valois. À sa mort, personne ne parla des couples de la mort. Ce n'était pas un concept officiel, seulement une réalité que Catherine avait perçue avant les autres. Elle avait compris que, dans un royaume fracturé, chaque union pouvait sauver ou détruire. Elle avait vécu selon cette règle et elle en avait payé le prix. L'histoire, pourtant, lui attribua des poisons qu'elle n'avait pas fabriqués et des crimes qu'elle n'avait pas commandés. Mais derrière ces légendes, une vérité subsistait. Catherine de Médicis avait été le dernier esprit cohérent d'une dynastie qui ne savait plus se maintenir.